aurait pensé que 2023 se serait passé comme ça en termes de lecture? Honnêtement, je l'ai démarré tellement mal que je m'attendais pas à grand chose mi-année, mais vraiment, je suis tombée sur de très bonnes lectures et puis la fin d'année aussi de bonnes lectures. Donc vraiment, je conclue cette année 2023 avec de bonnes lectures. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 10 de mes meilleures lectures 2023. Allez, let's go! Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où je viens parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve plus fun en général. Cette vidéo, c'est une vidéo où il n'y aura que de bonnes vibes. Sincèrement, en 2023, j'ai lu que de bons livres. J'ai été choquée moi aussi. Je n'arrive même pas à trouver un seul livre à taguer de pire lecture de 2023. Donc il n'y aura pas de pire lecture 2023 cette année. J'ai lu que des livres qui étaient à minima intéressants et qui m'ont quand même tenu en mode hype à un moment donné dans la lecture. Donc vraiment je suis contente de n'avoir eu que de bonnes vibes en termes de lecture, surtout que j'ai eu un démarrage plutôt compliqué en fait. Quand j'ai démarré l'année, je l'ai démarré vite fait avec une panne de lecture qui a duré 2 mois, donc c'était compliqué de reprendre. Vous allez voir d'ailleurs même le livre qui m'a permis de reprendre la lecture, je vais vous l'introduire aussi un peu plus tard dans le classement. Cette année, je ne vous en présenterai que 10. Je pense que l'année dernière, je ne sais pas combien j'ai présenté l'année dernière, mais je me dis cette année, je vais faire un top 10, comme ça je donne des chances à beaucoup de livres parce que j'ai vraiment lu beaucoup de livres intéressants, donc voilà. N'en choisir que 10, c'était déjà compliqué, on va dire. Donc, j'y suis arrivée. Et le classement de mes 10 meilleures lectures de 2023, let's go! Alors, en 10e position, j'ai mis le livre Éclosion de Ezekiel Boone. C'est le premier volet d'un thriller apocalyptique. Je ne savais pas que c'était une trilogie quand je l'ai commencé. Je suis tombée dessus en mode, j'ai envie de lire, c'est un truc pour Halloween. Donc, je l'ai pioché, j'ai commencé à le lire. Et je suis tombée sur des trucs comme je les aime. Et dans ce livre, on va suivre un incident qui va prendre une grosse ampleur parce qu'on va avoir des archéologues qui vont déterrer une souche d'une araignée qui va pondre des œufs. Qui va pondre des œufs encore et encore. Et cette souche d'araignée-là, elle aime manger les humains, elle aime être colonisatrice de planètes. Et pendant qu'on les suit en train d'éradiquer le mal très rapidement, c'est les humains qui essaient de contrer cette population d'araignées qui essaie de les décimer qu'on va suivre tout le long de ce livre. Et ce qui est intéressant, il y a pas mal de personnages qu'on suit. Et c'est vraiment super intéressant parce que du coup, on voit l'action de tous les côtés. Petit à petit, les taux se resserrent, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, quand on vous explique d'où le pourquoi du comment et comment est-ce que les araignées se multiplient très rapidement, je vous assure qu'il ne faut pas être arachnophobe pour lire le livre parce que oh boy, il se passe des choses. C'est vraiment très prenant, c'est très dynamique. On a envie de tourner les pages pour savoir ce qui se passe. On a envie de suivre les histoires qui ont été entrecoupées parce que du coup, on nous parle de tellement de personnages que on a envie de savoir ce qui se passe pour ces personnages-là, où qu'ils soient en fait dans le monde. Et moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je l'ai lu pendant Halloween et j'ai vraiment passé un très bon moment à le lire. L'auteur écrit très bien et il a le sens du drame, il a le sens de l'urgence en fait dans ses propos. Donc on a vraiment peur pour les personnages qu'on va suivre tout le long et on se demande en fait comment est-ce qu'ils vont gérer ces milliers, ces millions d'araignées en fait qui sont en train de décimer l'humanité entière. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié et il est en 10e position, bien mérité. En 9e position, j'ai mis le manga Zone Fantôme de Junji Ito parce que du coup, pareil, je l'ai lu pendant Halloween ou juste avant Halloween, je sais plus. C'est un manga qui m'a bluffé parce que du coup, Junji Ito, c'est quelqu'un qui est connu au Japon pour son sens de l'horreur, pour son tracé, pour ses histoires qui sont assez malaisantes, qui te mettent très très mal à l'aise, qui te dérange parce que c'est des histoires d'horreur qui sont particulières. Il a cette manière-là de dessiner des choses qui vont te rester en mémoire parce que voilà, c'est très précis. Et moi, j'ai beaucoup apprécié les histoires qui sont racontées parce qu'on a un recueil du coup de 4 nouvelles dans Zone Fantôme tome 1 et les histoires étaient assez intéressantes. On a un peu de tout, ça va parler de folklore, ça va parler de légendes populaires, après il y aura un thriller et puis il y aura un truc contemporain dans une vibe de secte ou je sais pas quoi, un truc du genre. Donc vraiment, il a essayé d'effleurer un peu pas mal de sujets intéressants. Et vraiment les amis, moi j'ai adoré son dessin. Son trait de dessin est d'une finesse. Ouh, je suis restée bluffée des minutes devant une page, j'étais là en mode mais le gars il est patient de ouf hein, pour pouvoir tracer tout ça finement. Waouh, il y a des gens qui ont la patience hein. Je respecte ça énormément. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre-là et il mérite bien entendu une place dans ce classement.
Alors, en 8e position, j'ai mis Dîner à Montréal de Philippe Besson. Et on va suivre une histoire qui se passe à Montréal, comme le titre le dit. Et Philippe Besson, il fait souvent des livres autobiographiques qui transforment en récit. Donc, c'est une histoire de sa vie qui va être romancée dans ce dîner-là. Et ça va se centrer sur un de ses ex qu'il a quitté de manière assez brutale, qu'il va recroiser par hasard à Montréal. Celui-ci va lui proposer un dîner avec sa femme à lui. Et Philippe va ramener à ce dîner-là son copain à lui. Donc on sera sur un dîner de 4 personnes, 2 ex-amants et 2 amants actuels, qui sont là face à face et qui sont là en train de régler des comptes. Donc moi je ne sais pas pourquoi les gens aiment se mettre dans des situations bizarres, mais sachez que c'était juteux comme situation. Moi j'étais là pour les pics, j'étais là pour les sous-entendus, j'étais là pour les détournements de mots qui ne méritaient même pas d'être détournés, mais j'étais là pour ça parce que c'était juteux. Des airs de scandale, à tout moment quelqu'un aurait pu renverser le saladier sur l'autre, bref. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée parce que du coup on va suivre des personnages qui, je parle de Philippe Besson et son ex, qui ont des comptes à régler, clairement, parce que la rupture a été un peu abrupte, elle n'a pas été préparée, ils se sont laissés sans vraiment parler, et l'occasion va se présenter à ce dîner-là, d'enterrer un peu l'âge de guerre et d'aborder avec sérénité leur passé, tout en montrant qu'ils ont évolué. L'ex s'étant marié avec une femme et Philippe ayant un nouvel amant qui est jeune, beau et tout ça. Donc chacun fait étalage de ce qu'il a maintenant et ressasse un peu le passé en mode ouais, j'ai dépassé tout ça. Et moi j'ai rigolé parce que c'était trop drôle, c'était bien écrit, c'était bien pensé, c'était bien exécuté. J'avais l'impression d'être à ce dîner là, tout ça, et comme une petite souris à les observer. Et j'avais juste envie que quelqu'un balance quelque chose sur quelqu'un. Mais bon, je vais pas spoiler, mais bon, ils auraient pu le faire. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce livre là pour le côté scandaleux, sulfureux et le côté où tout pouvait dégénérer à tout moment, auquel je m'attendais à tout coin de rue quoi. Donc c'était un livre un peu en mode stress, mais j'étais là en mode ouais, je suis là pour ça. En 7e position, j'ai mis The Witchcraft of Salem Village de Shirley Jackson. On est sur une reconstitution d'un fait historique. Shirley Jackson, avec des mots simples et précis, va essayer de nous reconstituer les procès qui sont passés à Salem Village. À des moments donnés, elle va vraiment aller dans le contexte historique, politique, économique pour essayer d'expliquer comment est-ce que ces procès-là ont pu perdurer, comment est-ce qu'ils ont même pu s'installer, dans quel état était la population pour que ces procès-là aient duré autant de temps. Elle va poser la piste de l'hystérie collective, de la contamination par les aliments pour expliquer en fait cette manière qu'ont eu les habitants de Salem Village de gérer la situation. Perso, j'ai beaucoup apprécié parce que ce n'était pas romancé, c'était un compte rendu qui rapportait la chronologie des faits jusqu'à ce qu'il y ait les procès de Salem et jusqu'à ce qu'ils se terminent à un moment donné parce qu'ils ont réalisé quand même qu'ils étaient un peu toc-toc quand même de les avoir menés autant de temps. Donc j'ai beaucoup apprécié et je le mets ici avec plaisir. En 6e position, j'ai mis L'étranger de Albert Camus. On est sur une histoire qui m'a vraiment perturbée et je me suis posé plein de questions quand je suis sortie de ce livre parce que du coup on va suivre un condamné à mort qui s'appelle Meursault. Il a tué quelqu'un sur une plage parce qu'il avait trop chaud. Donc quand on l'interroge à chaque fois, c'est ce qui sort comme argument. Et quand on insiste, on lui pose des questions, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que c'est grave? En fait, il a l'air de s'en foutre de tout. C'est quelqu'un qui est indifférent un peu à tout en fait. Il est indifférent aux humains à proximité, il est indifférent à la planète, il est indifférent au monde, il est indifférent à l'univers. Bref, il est un peu indifférent à la vie. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, et je comprends pourquoi est-ce qu'il est prix Nobel de littérature quand même, c'est que tout le long, en fait, on va suivre ce personnage-là, indifférent à tout, qui, sans faire aucune action, a le chic pour énerver tous ceux autour de lui qui ne comprennent pas son indifférence. Et j'étais là en mode, mais wow, 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 force tranquille, hein, t'es là, tu fais rien, tu mets tout le monde en rogne parce que tu n'es pas du même avis que tout le monde. Bref, c'était un livre un peu philosophique quand même parce que... comment il s'appelle? Meursault. Il avait vraiment quelques réflexions qui étaient très intéressantes. Et apparemment, Albert Camus, il en a fait, voilà, c'est son sujet de prédilection, l'existentialisme. En fait, il se posait beaucoup de questions sur l'existence. C'est une lecture qui m'a un peu chamboulée parce qu'à la fin, je ne comprenais pas vraiment le personnage de Meursault. Mais je ne trouvais pas qu'il méritait tout ce par quoi il est passé. Alors... il mérite de payer pour son crime, mais à la fin de la journée, c'est dur d'être différent, quoi. C'est ce que je me suis dit. Mais il mérite de payer pour son crime, je reprécise. Donc voilà. En 5e position, j'ai mis le livre Lettre à un jeune auteur de Colum McCann.
En fait, je suis tombée dessus par hasard. J'étais là en train, à mes heures perdues, à chaque fois que je tombe sur des trucs, je me dis, attends, je vais tester et tout. Là, être un jeune auteur, hein. Je ne suis pas jeune auteur, mais vu que j'écris de temps en temps des articles sur le blog et tout ça, je suis écrivaine d'une certaine manière, on va dire. Donc je me suis dit, je veux voir c'est quoi les conseils. Et honnêtement, j'ai adoré ce livre parce que c'est un livre qui est plein de bonté en fait. On sent que Marken n'a que de très bonnes intentions. Il te donne des conseils qui ont l'air très banals, hein, mais qui quand même représentent le minimum à savoir avant de faire, d'écrire, avant d'avoir les idées, avant de coucher quelque chose sur papier. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont il te parlait comme s'il parlait en fait à un élève ou à un étudiant qui l'enseignait. Il n'avait pas un ton paternaliste, c'était plus un ton familial, un ton vraiment très... ton oncle, ton ami, j'avais bien apprécié ça, ton oncle qui est très jeune, ton ami, enfin, il avait ce ton-là que j'avais beaucoup apprécié. La lecture était très agréable, les conseils étaient pertinents, j'ai apprécié le ton sur lequel il les donnait. Et je le recommande si on est un peu perdu et qu'on ne sait pas forcément c'est quoi être auteur, parce qu'au-delà de donner des conseils sur comment écrire, il donnait aussi des conseils sur le fait de gérer la célébrité, de gérer les déceptions, de ne pas être retenu dans des maisons d'édition et tout ça. En fait, il a abordé pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, je l'ai trouvé, voilà. Je trouvais que c'était de bon cœur qui le faisait et voilà, je l'ai mis à cette position-là, on va dire. En quatrième position, j'ai mis Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Je ne vais pas vous la refaire, Le Petit Prince, tout le monde connaît cette histoire. Et je l'ai mis en quatrième position, pourquoi? Parce que en vrai, j'ai eu une grosse panne de lecture en début d'année 2023. De janvier à mars, limite, j'avais lu qu'un livre, je crois. Bref, j'étais vraiment en grosse panne de lecture. Et c'est Le Petit Prince qui m'a permis de sortir de cette panne de lecture là. J'ai redécouvert l'histoire du Petit Prince et comme d'habitude en fait quand on relit un livre des années plus tard, il y a toujours eu d'autres lectures qu'on a du livre parce que je l'avais lu, j'étais adolescente au moment où je l'ai lu hein, je crois. Et du coup là avec le recul je me suis dit tiens, c'est vraiment ce conte philosophique, c'est pour tout âge en fait. Tu peux te refaire des leçons quel que soit ton âge, quelle que soit ta relecture. J'ai l'impression qu'il y a tellement de couches d'interprétation de ce livre que je me dis il y a toujours moyen que après la 10e relecture tu découvres quelque chose que tu n'avais pas découvert de ce livre là. J'ai adoré les leçons qu'on a avec le Petit Prince et sa quête de l'herbe la plus verte ailleurs. Mais bon, à la fin de la jeu, j'ai envie de dire que parfois, en fait, pour réaliser que l'herbe qui est chez toi est la plus verte, il faut aller voir aussi un peu dehors pour voir ce qui se passe et réaliser la valeur de ce que tu as chez toi. Donc j'ai bien aimé la petite aventure du Petit Prince qui va visiter d'autres planètes pour comprendre ce qui se passe dans le monde mais qui reste déçu parce que ce qu'il y avait chez lui était le plus important finalement. Et comme je disais, plusieurs couches de lecture, donc c'est vraiment toujours agréable de lire Le Petit Prince. En troisième position, j'ai mis Boulette facile, gagner en sérénité avec un journal de bord ultra simple de Mary Graff. En fait, depuis début 2023, j'essaie de tenir un journal de bord pour me permettre en fait de noter des choses parce que j'oublie trop de trucs déjà de base. J'aime bien le principe aussi de revenir sur ce qui a été des journées très traumatisantes pour toi mais avec le recul aujourd'hui ne le sont peut-être pas, ou de revenir sur des moments de joie pour pouvoir récupérer de cette joie là pour l'insuffler dans une journée qui est désastreuse aujourd'hui. Et les 2 premiers mois de l'année, je fonçais droit au mur, ça me prenait énormément de temps, c'était compliqué, j'avais du mal à suivre mes résolutions, j'avais du mal en fait à remplir ce journal parce que j'avais l'impression que je n'optimisais pas comment est-ce que je pouvais l'utiliser. Et vraiment, ce livre m'a permis de mieux m'organiser et de pouvoir avoir des réflexes pour remplir ce journal qui me simplifie la vie de ouf. Donc vraiment, c'est un livre qui m'a permis de régler un souci qui me prenait la tête depuis un certain temps. Et c'est à cause de ça que je l'ai mis là, parce que je me suis dit, il a vraiment, je l'ai pris pour ça, et il a réglé le souci qui me faisait traîner du pied depuis plus d'1 mois. Donc j'étais là, ok, vraiment, j'ai adoré ce livre. Il m'a apporté ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai pris, donc voilà, c'était une très très bonne lecture pour moi. J'ai mis en deuxième position La parabole des talents de Octavia E. Butler parce que du coup on est sur une duologie qu'on avait commencé avec La parabole du semeur l'année dernière qui faisait partie de mes meilleures lectures 2022, ça il n'y a même pas photo, on en a déjà parlé. Et dans cette suite en fait on va découvrir la suite de ce qui arrive à nos personnages du précédent tome. On n'est pas forcément avec eux en direct hein, parce que le format de ce livre va être présenté sous forme de log, de journaux qu'on récupère des personnages en question et c'est de ces informations-là qu'on arrive à reconstituer l'histoire du après du tome 1.
Et honnêtement, oh là là, c'est toujours aussi bien écrit, c'est tout, le monde est toujours aussi what the fuck, le monde est toujours aussi trigger warning, le monde est toujours aussi violent. Et moi j'étais là juste à espérer que nos héros qui ont tant souffert au tome 1 aient une bonne suite, une bonne fin. Et mais ils ont eu une bonne fin, mais merde, ils ont encore souffert dans ce tome 2 là comme pas possible. J'avais le cœur serré pour eux. Ils en ont pris des choses, hein. Ils en ont pris des claques, hein. Ils ont été traumatisés encore dans ce volet. Ils ont vraiment eu du mal. Mais finalement, ils ont eu leur Eden. Ils ont eu ce qu'ils voulaient à la fin de la journée. Donc je me dis, bon, tout est bien qui finit bien. Mais boy, oh boy, qu'ils ont souffert. Ça fait mal, hein. Surtout que j'adorais l'héroïne principale du volet 1 qui, du coup, j'espérais serait plus en paix avec elle-même, serait plus en paix avec le nouveau monde dans lequel elle serait. Mais elle a voulu être en paix, mais les gens viennent la chercher à chaque fois, quoi. Bref. Je conclus cette duologie sur une note positive, mais ils ont souffert un peu quand même en cours de route, même beaucoup. Et voilà, c'est toujours aussi trigger warning, c'est toujours aussi rempli de violence, c'est un peu graphique, donc be careful. J'ai même fait des mentions honorables, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, Le Couple d'à côté fait partie d'une de mes bonnes lectures de 2023. J'ai aimé ce thriller avec l'enquête qui va entourer l'enlèvement d'un bébé dans son couffin. Il y a pas mal de rebondissements qui te permettent de continuer, qui te donnent l'énergie pour continuer à t'enfiler les pages et le rythme est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé également Les Carnets de l'apothicaire que je découvrais. J'en avais déjà entendu parler mais j'avais pas lu les mangas donc j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai également aimé A Bright Story que j'ai trouvé trop cute avec l'histoire de cette mariée qu'on va envoyer dans un bout du désert pour qu'elle se marie à quelqu'un qu'elle ne connaît pas mais qui va essayer de faire de son mieux de la situation qui lui a été imposée. Bref, c'est une histoire qui est très mignonne. J'ai également apprécié Lethal Experiment qui du coup est un thriller psychologique. On va être sur un huis clos avec des personnes qui vont se faire séquestrer et vraiment la tension est à son pic à chaque tournant de page. Il y a pas mal de choses qui se passent, c'est assez gore, c'est un peu violent quand même parce qu'on oblige déjà à se faire du mal pour découvrir celui qui sortirait le survivant du lot. Donc vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup apprécié. Et pour finir ce top, j'ai mis en première position Les Racines déchirées de Bettina Gappa. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui va raconter quelques histoires qui se déroulent au Zimbabwe. On va suivre des personnages qui vont essayer de vivre leur vie malgré les situations dans lesquelles ils sont plongés. On va les suivre pendant qu'on parle de pénurie, pendant que la stabilité politique n'est pas vraiment à son beau-fils, pendant que l'économie est en train de plonger, pendant que la corruption bat son plein. Et c'est des personnages que j'ai trouvé supra touchants en vrai, parce que comme l'a dit si bien le résumé du livre, en fait Bettina Gappa, à défaut de faire pleurer, elle préfère faire rire ses personnages parce que du coup, ce qu'ils vivent c'est tellement grave, c'est tellement triste que ces personnages-là ne vont pas pleurer, ils vont préférer rire de ça parce que ils essaient d'être heureux malgré la situation vraiment dramatique dans laquelle ils sont. Et je ne connaissais pas Bettina Gappa, donc ça a été une très très bonne surprise pour moi cette année. Soyez sûr que vous allez revoir des livres de Bettina Gappa dans ce que je lis en 2024 parce que ça a été une très belle découverte. Elle a une belle plume. J'ai aimé comment, sans trop connaître l'histoire du Zimbabwe, avec ses portraits de vie, qu'elle dépeint dans ses nouvelles, on finit pas se faire une histoire, certes un peu grosse du truc, mais on a quand même une image de ce qu'est le Zimbabwe, de son passé colonial, de la force qu'il lui faut pour se redresser actuellement. Bref, c'est vraiment très bien écrit, j'ai adoré. J'ai aimé toutes les nouvelles de ce livre-là. C'est tellement rare d'aimer toutes les nouvelles d'un recueil de nouvelles. Il y en a toujours une ou deux qui ne sont pas aimées en général, qu'on n'aime pas, mais là, j'ai vraiment apprécié tout, j'ai tout bouffé. J'étais là en mode « Girl, I kinda like you ». J'ai vraiment aimé ce qu'elle écrivait et honnêtement, elle m'a bouleversée avec ces personnages qui étaient très 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 touchants. Donc voilà. Voilà comment s'est passé mon année 2023 en lecture les amis. N'hésitez pas à partager votre top lecture 2023 en commentaire, comme ça on partage les bons plans, hein, on les partage. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous aussi, ça fait du bien. Normalement, la prochaine vidéo qui arrive, ce sera les pires dramas 2023, donc on va aller bitcher dans la prochaine vidéo, donc stay tuned, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis en attendant, prenez soin de vous, allez ciao.